Au bout de 3 jours de JNE, c'est difficile en fait de retrouver le bon ton. Donc je vais rebaisser. Et donc il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Et nous avons travaillé beaucoup avec l'Adronicep, avec l'ONICEP pour la préparation de ce congrès. Les vignettes que vous avez vues vidéo ont été réalisées par les équipes de l'Adronicep. Et puis sur un thème comme Ado 2.0, le numérique, on trouvait intéressant d'avoir le témoignage de l'ONICEP, puisque depuis très longtemps, l'ONICEP s'est mis en ligne et même a franchi largement la ligne. Et donc Michel Quéré va nous en dire quelques mots. Puis nous aurons ensuite la remise du prix scientifique par Grégoire Borst. Donc voilà, Monsieur Quéré. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord dire tout le plaisir de vous rejoindre là ce matin et le regret de n'avoir pas pu être plus présent dans ces journées et dans cet événement. Je crois que c'est toujours pour moi important, et c'est une forme de tradition relationnelle, finalement ma présence est un peu cela, de pouvoir travailler sur cette connivence active, sur un champ particulier qui est celui de l'orientation, et que nous servons sous la forme un peu particulière de cet opérateur national avec des délégations régionales qui alimentent. Je dis souvent, l'ONICEP produit de l'information à des fins d'orientation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas orientateurs nous-mêmes, mais nous sommes un potentiel de ressources pour faire vivre la réflexion de nos jeunes en matière d'analyse des formations et des métiers. Je voudrais peut-être dire simplement pour information, merci de votre présence. Ce que je vous propose, c'est que je ne peux pas ne pas réagir. Là, je dirais quelques mots, mais laissez-moi parler des choses importantes, c'est-à-dire de ce qui nous occupe. Et puis Non, mais cela n'est pas l'objet du jour. Je veux dire, la chose importante, c'est la place du numérique dans nos pratiques. Mais je reviendrai, je dirai un mot après. C'est aussi des choses importantes, mais pas pour le thème d'aujourd'hui. C'était le sens de ma remarque. Je voulais faire le lien tout simplement d'abord en introduction avec la séquence précédente, simplement pour vous signaler que, pour vous informer, que l'ONICEP vient de participer, de décrocher finalement un projet européen qui va consister en fait à faire un état des lieux des jeux sérieux en lien avec l'orientation et surtout à faire une sorte d'inventaire des pratiques pédagogiques assorties à ces jeux sérieux sur différents pays de l'Union européenne, de sorte que, à l'issue de ce projet, nous débouchions en fait sur la constitution d'une plateforme de ressources pédagogiques autour des jeux sérieux. Et je trouvais que voilà, ça me fait une belle introduction pour dire que l'ONICEP contribue finalement à fournir, là aussi, dans une forme un peu moderne et internationale, une relation très opérationnelle finalement en termes de mise à disposition de tous de ressources pédagogiques autour de cette problématique des jeux sérieux. Alors, je me suis dit, j'ai 5-10 minutes et donc peut-être un peu plus du coup pour répondre à une forme d'interpellation passive et de la salle. J'ai quelques minutes et c'est difficile de couvrir, comment dire, de façon opérationnelle un certain nombre d'enjeux. Moi, ce que je me disais, j'ai envie de faire autour de ces sujets du numérique. Je ne vais pas vous faire la présentation de tout ce que l'ONICEP fait, mais je voulais plutôt partir en fait sur 3 observations, mobiliser finalement l'expérience qu'on a autour du numérique pour dire un certain nombre de choses. Et mes observations, je vais en avoir 3. J'ai 2 convictions, donc 3 observations, 2 convictions, et puis un petit enthousiasme final, et ça me permettra de revenir sur la séquence institutionnelle. Les 3 observations, elles sont assez simples. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une telle évidence que le numérique est le vecteur d'information de nos jeunes. Il reste que ce n'est pas pour autant que le papier est abandonné. Je veux insister là-dessus, parce que l'expérience que nous avons des pratiques numériques, c'est qu'il faut jouer, et en particulier autour de cette problématique de l'orientation, il faut jouer la complémentarité entre le numérique et le papier. Et les guides physiques papier au moment clé
des parcours de formation restent encore des éléments tout à fait importants aux quatre coins de France pour être en médiation active de réflexion avec ses parents, avec sa fratrie, avec ses collègues, etc. etc. Donc, je voudrais, dans mon observation, dire combien je ne suis pas du tout convaincu que sur la problématique de l'orientation, nous soyons obligés de transiter sur un 100% numérique, etc., etc. Au contraire, mon observation ici, c'est de dire toute l'importance de la complémentarité à travailler entre ressources papier et ressources numériques. Et c'est ce que nous faisons à l'ONICEP, souvent en ayant dans le média numérique une démultiplication en profondeur d'informations qu'on peut trouver sur une version papier classique de type guide, par exemple. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est que c'est le paradoxe, en fait, qu'il nous faut arriver à maîtriser, c'est que la disponibilité apparente et l'immédiateté apparente de toute l'information qui nous est permise par le numérique pourrait donner le sentiment que c'est facteur d'égalité pour tous. Moi, ma préoccupation et mon observation ici, au regard des enseignements qu'on retire de notre expérience numérique, c'est qu'il faut contrôler, il faut travailler au quotidien le fait que cet essor du numérique ne soit pas facteur d'inégalité supplémentaire. Parce qu'on n'est pas égaux de la même manière devant écran, comme on peut l'être dans la classe, en quelque sorte, sans médiation. Et ce n'est pas vrai, la disponibilité instantanée de ressources, d'informations, ne garantit pas un usage correct assorti. Et il y a là une médiation qui n'est pas cette fois-ci une complémentarité papier et écran, mais qui est une complémentarité d'acteurs, c'est-à-dire de faire en sorte que le jeune soit dans un environnement qui garantit quelque part une forme d'équité et de bonne mobilisation finalement de cette relation au numérique. Ça, c'est la deuxième observation qui me semblait importante de faire. Et la troisième observation, je vais rapidement, c'est de dire que il y a dans les observations qu'on fait beaucoup de comportements mimétiques qui sont observables à partir des informations qu'on génère par le numérique. Et je suis très frappé personnellement par l'importance des médias, à la fois dans le positif et aussi parfois dans le négatif. Alors pour caricaturer le trait, je reprendrai une image qui me vient d'un collègue sociologue qui dit, bon, on a 80% de jeunes en PACES, de jeunes filles en PACES. Pour lui, une des manifestations de ça, c'est le syndrome Dr House. C'est-à-dire qu'elles sont toutes amoureuses de la série télévisuelle et ça détermine, ça préfigure d'un certain nombre de choix qui sont peut-être des choix un peu superficiels dans une certaine mesure. Et tout l'enjeu, c'est bien que le numérique ne rassemble pas ou ne dérive pas sur des comportements strictement mimétiques, mais qu'on arrive à donner du sens en profondeur, au-delà de cette apparente superficialité de l'information, qu'on donne du sens aux pratiques numériques. Et ce n'est pas une évidence, là non plus, à faire et à réaliser. Ça, alors, rapidement, sur deux convictions. Alors, les convictions, il y en a une que je tire du colloque récent des journées d'études de l'AFEV, qui ont eu lieu cette semaine et auxquelles j'ai eu le plaisir aussi de participer. Et l'enquête qui a été menée sur les élèves de REP+, est tout à fait heureuse parce que, je dirais, elle ramène dans mon esprit, en tout cas, deux choses essentielles. Et ma conviction en découle, en quelque sorte. La première chose, c'est un formidable enthousiasme de nos jeunes qui sont pleins d'allant et qui sont très énergisants. Et ça, c'est pas que l'enquête de l'AFEV qui nous le montre, c'est qu'on a une jeunesse qui est intéressée à trouver sa place dans la société, à prendre les moyens de réaliser, au fond, ses préoccupations, ses attentes et ses envies. Donc ça, c'est quand même un formidable enthousiasme de notre jeunesse qu'il faut mettre sur la table. Et la deuxième chose que je retire de ces journées d'études, c'est la forte attente de nos jeunes envers l'institution scolaire. Ça, c'est moins évident, et je trouvais que c'était particulièrement riche et intéressant de voir combien le jeune a la capacité de se dire « je peux », mais quelque part je dois, mais je peux, dans l'institution scolaire, trouver des acteurs
évidemment, pas seulement l'enseignant, l'environnement scolaire, la communauté éducative. Je trouve de la ressource, je trouve de la médiation qui dépasse, entre guillemets, l'approche numérique que je peux avoir et avec qui je peux travailler pour faire vivre mes goûts, mes envies et la réalisation de ceci en termes de parcours de formation et derrière d'emploi. Ça, c'est la première remarque et un peu la conviction profonde que je voulais mettre sur la table, c'est que la communauté éducative a vraiment un rôle d'importance à tenir encore aujourd'hui, même dans ce registre de l'instantanéité, de la disponibilité totale de l'information que nous connaissons et que connaissent nos jeunes tout particulièrement. La deuxième, c'est de dire, et ça c'est plutôt à partir des travaux menés dans la maison ONICEP, de dire combien je suis aussi frappé que nos jeunes sont assez responsables vis-à-vis de leur comportement numérique et de leur identité numérique. Il y a beaucoup à faire en la matière. Mais il y a une forme de responsabilité qui est quand même prégnante et que je voudrais peut-être illustrer de la façon suivante. Les jeunes mesurent bien que sur la problématique de l'orientation, au-delà du risque des comportements mimétiques ou d'accroche primaire que j'évoquais précédemment, ils ont le sentiment que s'ils veulent vraiment creuser en profondeur et donner du sens à leur réflexion, il faut qu'ils passent par des médiations qui sont autres que superficielles, de type connexion réseaux sociaux, etc., mais qu'ils attaquent du dur, qui reviennent dans un environnement plus consolidé, entre guillemets, et qui passent par un apport livresque, par exemple, ou par un apport de médiation avec les acteurs de cette communauté éducative qui sont dédiés à cette fonction. Donc voilà très rapidement quelques enseignements et quelques convictions que je voulais très rapidement partager avec vous. Alors, qui sont le fruit, au fond, de l'expérience numérique que nous avons, et je préférerais passer mon temps à essayer de les exprimer plutôt que de vous décrire par le menu ce que nous faisons en la matière. La dernière chose à dire, là, en l'espèce, c'est que c'est l'existence d'un outil numérique qui s'appelle ONICEP Service et qui se déploie et que nous souhaitons développer dans tous les établissements scolaires pour faire en sorte que l'ensemble des ressources pédagogiques qui sont présentes aujourd'hui sur le site de l'ONICEP soient mieux véhiculées à des fins d'utilisation par la communauté éducative au plus près de la réalité de la classe. Donc nous sommes aujourd'hui en pleine phase de déploiement de ce condensé finalement de ressources pédagogiques qu'est ONICEP Service. Et ce sera ma petite page de pub pour l'ONICEP. Alors cette page de pub elle va me permettre de finir sur une transition. Alors d'ici, je vous prends en témoin, hein, c'est difficile à lire. Moi j'ai cru, je crois, voir non au transfert des droits ONICEP. Bah écoutez, non mais j'entends, mais et donc aurais-je envie de dire, c'est-à-dire j'ai pas, enfin, non au transfert des droits ONICEP, c'est un motto, comme disent les Anglais, un peu curieux pour moi, parce que nous sommes confrontés à une loi, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi, à ma connaissance, mais dites-moi le contraire, le cas échéant, cette loi ne dit rien des droits ONICEP. Cette loi ne dit rien des droits ONICEP. Que dit l'article 18 ? Il réaffirme la distinction entre la production et la diffusion d'informations à portée nationale qui restent sous le couvert de l'ONICEP et la production et la diffusion de documentation à portée régionale qui va devenir sous la responsabilité des régions. Avec à la clé une écriture précisant que tout ou partie de service des délégations régionales de l'ONICEP participant à la réalisation de cette production et de cette diffusion de documentation à portée régionale sont susceptibles de passer sous la gouverne des régions. D'accord ? Oui, non, mais les mots ont du sens, c'est-à-dire qu'il faut être précis dans le discours. C'est pour ça que je reprends non au transfert des DRONICEP. Je ne suis pas là, moi. Hein. Nous avons devant nous un débat qui va s'amorcer à cause de cette loi, qui va être de délimiter les contours d'une médiation à travailler entre l'État et les régions sur comment allons-nous opérationnaliser cette distinction qui est ramenée dans cette loi et exprimée dans cet article 18. Mais
Pardon? Apparemment. Mais je n'ai aucune indication aujourd'hui bien claire sur à la fois la réalité de ces 3 mois, la manière dont on va, comment dire, la loi s'applique au 1er janvier 2019, c'est en sens ce que vous dites il y a 3 mois. Mais la loi, sans texte d'application, je ne sais pas comment on fait. D'accord ? Donc moi, au moment où nous parlons, je n'ai pas d'arbitrage ni de modalités assorties à la réalisation de cette loi que je sois en capacité de partager avec vous. Je l'ai dit explicitement à l'ensemble des personnels de l'ONICEP. J'ai aussi dit que j'avais un devoir d'information et de transparence envers ces personnels dès lors qu'une réalité tangible de comment cette loi se met en application serait devant nous, mais je n'ai pas plus et pas moins à dire aujourd'hui devant vous. Oui, mais alors, excusez-moi, ça n'était pas vraiment le sentiment que nos collègues de l'ONICEP nous ont rapporté très récemment. Ils sont très inquiets sur ce qui va être leur avenir, d'autant que dans la préparation de la loi, le chiffre de 200 personnes qui devaient être transférées aux régions a plusieurs fois été mentionné et que nous savons par des contacts avec l'inspecteur général ayant rédigé le rapport, qu'effectivement, la base sur laquelle on lui a demandé de travailler serait plutôt, effectivement, dans ce volume-là. Donc, vous comprendrez que les collègues soient extrêmement inquiets. Et nous avons aussi, en tout cas, à la FSU, des questions sur la possibilité pour l'ONICEP de continuer à conserver son rôle d'éditeur public et nos inquiétudes par rapport à une réduction de ses missions, d'une part parce que les DRONICEP seraient transférés, et donc ils seraient privés des ressources des DRONICEP qui sont en interaction constante avec les services centraux, et deuxièmement parce que, dans une lettre récente, le directeur de cabinet du secrétariat général de l'Élysée a parlé justement essentiellement de la base de données et des informations pédagogiques en direction des établissements scolaires. Donc, que devient la production de documents de la part de l'ONICEP en direction de tout public ? Non, mais enfin, vous faites des amalgames malheureux. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais c'est vraiment mon ressenti. La fameuse mission Lacroix, auquel vous vous référez, Didier Lacroix a fait le tour d'un certain nombre de DRONICEP pour étudier la manière dont le discours que je tenais et pouvait être matérialisé, c'est-à-dire que les DRONICEP ont une activité multiple, mais participent évidemment pour une large part à la réalisation de la mission régalienne, de la mission de l'État, portée par l'État en matière de production d'informations à des fins d'orientation. Le sens de cette mission était d'établir, au fond, un regard sur s'il faut expliciter cette notion de tout ou partie de service dans le clivage entre information à portée nationale et documentation à portée régionale, s'il faut donner un sens à cette réalité en matière d'organisation de l'institution ONICEP, si je puis dire, quel pourrait-il être dans l'explicitation de ce tout ou partie de service ? Ce rapport Lacroix, au moment où nous parlons, je ne l'ai pas, je vous le dis très sincèrement. Je ne pense pas que vous l'ayez non plus, ou alors c'est un peu le monde à l'envers, mais je ne crois pas. C'est un rapport qui a été remis au ministre. Le ministre, il en dispose. Enfin, je parle sous le contrôle d'éminents inspecteurs généraux de l'éducation nationale. L'inspection générale est au service du ministre. Le ministre dispose des informations dont il dispose. On verra demain si ce rapport sera et comment utilisé, rendu public, je ne sais pas comment il faut le dire, mais au moment où nous parlons, vraiment très sincèrement, et c'est le pourquoi, je répète ce que j'ai dit, j'ai un devoir d'information et de transparence vis-à-vis des personnels de l'ONICEP, de l'ensemble des personnels de l'ONICEP, mais au moment où nous parlons, je n'ai pas d'informations qui me permettent d'aller plus loin dans ce que j'ai déjà présenté sur ce que j'ai essayé de vous résumer très rapidement, en matière de devenir de l'institution ONICEP demain. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers cette loi, il est clair, on a eu un ONICEP hier, on a un ONICEP aujourd'hui, on aura un ONICEP demain, sous une forme qui sera certainement
ajuster, remodeler, retravailler. Je n'en sais pas, je ne le sais pas dans les contours précis. Ce que je sais et dont j'ai la certitude, et c'est pour ça que je suis encore devant vous dans une large mesure, c'est que la mission de service public que nous couvrons, elle est importante, elle est essentielle au quotidien dans mes pérégrinations diverses et variées aux quatre coins de France. Et cette mission, elle est loin de disparaître, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour celle-ci, la réalité de la dimension nationale de l'éducation nationale, c'est une litote et c'est quelque chose qui est partagé par tous les acteurs de la communauté éducative.